Ils sont le plus souvent, à un moment de leur vie, régnés et abandonnés par leurs proches parents. Ces derniers n'ont pas pu supporter le poids de leur souffrance et la gravité de leur maladie. Les patients démunis atteints de maladies graves se meurent autour de nous. Pour Marie-Thérèse, la douleur, la souffrance et les pleurs étaient devenus son quotidien. Comment tu vis ton pied? Comment tu sens? Parle-nous de tes douleurs. Je me sens vraiment très mal. Même pour faire le pansement, j'ai des problèmes. Comme à ce moment, je n'ai plus le matériel, le remède même. Laisse que je t'aide. Tu vas te mettre à souffrir comme ça toute la vie. Laisse que je t'aide. C'est comme ça qu'elle fait alors tout le temps. C'est comme ça qu'elle refuse qu'on l'aide. Et c'est comme ça qu'elle tape les gens à tout moment. En effet, il y a un an de cela, Amogi Atangana, âgée aujourd'hui de 22 ans, a été victime d'un accident de la voie publique alors qu'elle faisait son petit commerce sur le trottoir. Cet accident est venu ajouter à sa douleur d'avoir préalablement perdu ses 2 enfants à cause de la précarité de la maladie. Tout ceci sous les yeux puissants de sa mère. Là où je suis, là, je ne sais même pas. J'ai peur. J'ai peur. Tu as peur de quoi? On coupe mon pied. C'est ce que j'ai écrit pour moi. J'ai peur. Vraiment, si vous pouvez m'aider, aidez-moi. Mais il va falloir que je perde mon pied pour que je reste en vie. Son cri a été relayé par cette fenêtre, du donner et du recevoir, et les âmes de bonne volonté et partenaires de l'association Urgence Plus Monde se sont mobilisés pour trouver une solution à cette situation regrettable. Marie-Thérèse a été urgemment internée à l'hôpital Bethesda de Yaoundé. Quelques temps après, ces différentes opérations ont été programmées. Urgence Plus Monde, le monde à leur côté. Pour avoir une vie saine et si possible vivre longtemps, voici quelques conseils pratiques. Consommons moins de viande et plus de légumes, moins de sucre et plus de fruits, moins de soda et plus d'eau, moins d'alcool et plus de thé. Prenons moins de temps de télé et plus de temps de sport, moins de stress et plus de repos, moins de colère et plus de rire. C'est le temps des pleurs et des cris. Voici venu le temps des rires, car la main de l'Éternel a été. Nous sommes naturellement à l'hôpital Bethesda. Et nous sommes contents que vous soyez déjà devant le petit écran pour suivre cet autre programme. Nous sommes très contents, d'autant plus que nous allons justement ensemble vivre l'intervention chirurgicale sur Marie-Thérèse Amogi Atangana. Elle est juste dans cette chambre-ci et elle va justement être opérée par le docteur Ombuombok et toute son équipe. Nous avons bénéficié de la grâce justement de ce centre hospitalier qui devient de plus en plus un partenaire à cette émission et nous sommes fiers qu'aujourd'hui vous ayez mobilisé le peu que nous avons pu obtenir pour la première intervention chirurgicale. Parce qu'il faut préciser, selon les médecins, la jeune Marie-Thérèse Atangana Amogi va subir 3 interventions chirurgicales. Faut-il le rappeler, elle a été victime d'un accident sur la voie publique et elle a eu justement toute une déchirure au niveau de sa jambe. Nous avons pensé qu'il était très important pour nous, vu ses conditions sociales très pitoyables, de lui venir en aide. Son cas a donc été choisi et il y a quelques temps, vous avez pu mobiliser l'argent nécessaire pour sa première intervention chirurgicale. Nous allons découvrir justement, elle est en train d'être préparée pour le bloc. Nous allons entrer ensemble dans sa chambre pour davantage l'encourager. On y va, c'est tout de suite. Alors, bonjour. Oui. Alors, voilà, justement, nous avons avec nous
Marie-Thérèse? J'espère que tu vas bien. Merci beaucoup, par la grâce de Dieu, je vais bien. Tu es au courant qu'on va t'opérer ce matin? Malgré que j'ai un peu peur. Elle a un peu peur, hein? Ça va aller. Elle a un peu peur. Non, ça va aller. Certainement, ça va aller. Tu vas suivre ta première intervention chirurgicale. Nous allons encore mobiliser l'argent pour que tu puisses suivre les 2 autres interventions. Mais déjà, par la grâce de Dieu, il faut dire merci aux téléspectateurs parce qu'ils ont mobilisé déjà la première somme pour la première intervention chirurgicale. Merci beaucoup pour la télévision de Vision 4. Merci beaucoup pour l'émission Secours Plus pour que vous me veniez en aide pour ma santé. Merci, je vous remercie vraiment beaucoup. Merci. J'espère que Dieu au contraire nous gardera par sa grâce. Ça, c'est formidable. Alors, on tient seulement à t'encourager. Comme tu dis que tu as un peu peur, il faut savoir que les médecins de l'hôpital Bethesda prendront très bien soin de toi. Tout est prêt, on m'a dit tout simplement que je finis rapidement avec toi et on va te prendre pour le bloc opératoire. D'accord? Beaucoup de courage. Alors et vous allez prier pour elle pour que tout se passe dans de très bonnes conditions. Donc j'espère que tous les papas pastos et toutes ces personnes qui sont là et chaque fois qu'ils nous appellent, alors nous comptons sur vous, maman Masto et tout ce reste, pour prier vraiment pour qu'elle puisse être opérée dans de très bonnes conditions. Mais nous savons justement que le Seigneur est avec nous et qu'il va nous conduire jusqu'à la fin de cette intervention chirurgicale. Alors, avant ça, nous vous donnons cette transition, le temps pour les infirmiers de venir la chercher pour le bloc opératoire. Malgré le soutien psychologique de l'équipe de Secours Plus, Marie-Thérèse reste assez stressée pendant qu'elle est conduite au bloc opératoire. Normal, cette pièce reste redoutée pour plusieurs, pas évident pour tous. Mesdames, Messieurs, bienvenue une fois de plus à cette autre édition de Secours Plus. Nous sommes déjà au bloc opératoire, nous l'avons lancé, nous sommes à l'hôpital Bethesda, c'est la nouvelle route Bastos à Yaoundé. Nous sommes venus pour l'intervention chirurgicale sur la jeune Marie-Thérèse Amougi. Nous avons derrière nous l'équipe même médicale qui est en train de s'occuper de l'anesthésie de cette jeune fille parce qu'elle va être opérée dans quelques minutes seulement. J'aperçois justement le docteur Ombiombok qui va justement prendre les rênes de cette intervention chirurgicale. Bonsoir, bonjour docteur. Bonjour monsieur, ça va? Et merci encore d'être toujours un partenaire pour ce programme. Nous remercions vraiment l'hôpital Bethesda de pouvoir davantage nous aider en ce qui concerne le salut de ces âmes en peine. C'est nous qui vous remercions. D'accord, nous allons essayer déjà de présenter ce que vous allez faire tout à l'heure. La petite Marie-Thérèse Amougi, et il est important qu'on revienne sur ce qu'elle a comme problème au niveau de sa jambe. Madame Amougi a eu un accident de circulation il y a de cela 6 mois. Et lors de cet accident de circulation, elle a eu un traumatisme de la jambe. Donc, il n'y a pas de fracture, mais des lésions cutanées, sous-cutanées sévères. Donc, c'est ainsi qu'on se retrouve avec une large plaie avec un os qui est libre. Donc, il n'y a pas de tissu au-dessus de l'os. Donc, aujourd'hui, notre travail est d'abord de débrider, donc enlever tous les tissus morts, les tissus infectés, et préparer déjà la prochaine opération qui consistera à faire ce qu'on appelle un lambeau, qu'on appelle en anglais flap. On rentre en quelque sorte les muscles du derrière pour transpositionner en avant, pour pouvoir couvrir cet os qui est libre. Il y aura une troisième intervention chirurgicale? Deuxième, peut-être une troisième. Et peut-être une troisième. Ça dépendra maintenant de la situation après l'opération. Et tout à l'heure, on prévoit combien de minutes, combien d'heures? Environ 1 heure, 1 heure et demie. Environ 1 heure, 1 heure. Merci docteur, on va vous laisser déjà aller. Merci beaucoup. Alors, chers téléspectateurs, nous allons justement nous joindre à eux, le temps pour nous justement de permettre aux médecins de pouvoir se préparer pour cette autre intervention chirurgicale. Comme vous pouvez constater, la phase anesthésiste est en train d'être achevée et nous allons justement nous joindre à toute l'équipe médicale pour vous faire vivre cette intervention chirurgicale en direct afin que vous puissiez voir ce que votre argent, votre don peut faire dans la vie de tous ces âmes en peine. Marie-Thérèse vient d'être installée sur la table du bloc opératoire. Autour d'elle, des médecins et infirmiers anesthésistes qui se chargeront de ces premières parties de l'intervention qui en effet
et la phase anesthésiste. Voilà, mesdames, messieurs, on vient de nous faire signe que la phase anesthésiste est justement achevée. Le docteur Ongyobok a pris la place déjà au champ avec toute son équipe, le docteur Tamo et tout le reste. Nous allons arracher au champ opératoire. On va essayer d'avoir déjà quand même quelques informations par rapport au type d'anesthésie qui a été choisi pour le cas de Marie-Thérèse. Bon, c'est simple, c'est juste une rachie anesthésie, ce que nous appelons rachie anesthésie. Ça veut dire quoi, une rachie? On est éveillé, on ne dort pas. On est éveillé. Donc, il n'y a que la partie inférieure elle ne sent rien, là où le docteur va travailler et tout. Et pourquoi ça a été choisi en rachis anesthésie? C'est ce qu'on appelle également le loco régional? Oui, bon, c'est ça a été choisi à cause de la localisation, de là où le chirurgien va travailler. Et donc, il n'était pas nécessaire de la faire dormir, et étant donné que tous les autres paramètres de la patiente n'indiquaient pas nous avons préféré un besoin de faire une anesthésie générale. Donc nous avons préféré de celle-là. Marie-Thérèse semble être un peu bavarde. Est-ce que ça ne va pas? Ça n'a rien à faire avec l'anesthésie. Ça c'est Marie-Thérèse. Elle bavarde beaucoup, exactement. Mais est-ce que ça ne peut pas, cette situation ne peut pas empêcher de travailler quand elle parle? Non. Ça n'a pas d'effet? Non, ça n'a aucun effet. Tant sur le plan anesthésique que sur le plan chirurgical, ça n'a aucun effet. Et puis c'est toujours bon de savoir que la patiente est vivante. En tout cas, elle est un peu plus calme qu'au début. Je pense que ça facilitera les choses pendant le travail. Et alors maintenant, après cette première phase d'anesthésie, est-ce que ça va? Est-ce que c'est fini? Ou alors il y a une autre phase où vous devez être là constamment? Non, c'est juste la surveillance. Ça s'accompagne de surveillance. C'est quoi la surveillance concrètement? La surveillance, c'est juste qu'elle est branchée sur un moniteur et on voit ses paramètres, le pouls, la tension, la saturation et tout. Et on la surveille simplement. Et puis on va observer s'il y a des effets indésirables, si on ne tolère pas une chose. Bon, si ça saigne trop, donc c'est juste le petit blabla en principe. Il y a un accord avec le chirurgien dans le temps opératoire pour que l'anesthésie soit faite selon le temps opératoire, c'est ça? Oui. Ok, d'accord. Donc tout a été bien positionné? Non, tout a été bien positionné. Merci encore, merci Joe. Je vous en prie. D'accord, nous allons donc passer à cette transition et puis nous allons nous-mêmes entrer au bloc pour pouvoir vivre avec vous l'intervention chirurgicale. Notre patiente vivra en direct son intervention chirurgicale, mais naturellement son bonheur. Une occasion pour cette dernière de montrer son talent d'oratrice au personnel soignant. Vous me faites parler, merci. J'ai dit qu'on allait me faire dormir pour qu'il ne regarde pas mon père. Ah, Mogi, c'est comment, non? Parce que j'ai fermé ma boule de travail à commencer. Voilà. Ça va, non. Ça va. Il faut mettre un bio complètement. C'est lancé pour quelques heures de concentration et de finesse. De temps en temps, nous pourrons avoir des explications sur le déroulement de l'opération par le spécialiste, le docteur Yves Ongyobok. Ici, on a débrudé. Ce qu'on va faire maintenant, on essaye déjà de commencer la deuxième opération. C'est-à-dire, on va voir si cette os-ci, si on la prend, si on peut couvrir cette os-là. Mais on ne va pas la couvrir aujourd'hui, c'est tout juste voir si c'est possible. Toujours éveillée et participative, Marie-Thérèse n'a pas voulu attendre la fin pour dire merci aux bienfaiteurs. Merci pour l'émission, merci pour le secours plus, merci pour les docteurs qui prennent soin de moi, merci beaucoup, merci pour Dieu, merci beaucoup. Entre-temps, féliciter sa petite sœur, très reconnaissante, est restée dans le suspense et en prière depuis quelques minutes pour que tout se passe bien. Moi, je me sens vraiment mal à l'aise, gênée, comme ma soeur encore opérée là. Je ne sais pas si cette opération va bien se passer ou ça va très mal se passer. Là, moi, je ne sais pas. Je vais juste voir quand il va sortir. Là, je saurai que ça s'est bien passé ou bien ça ne s'est pas bien passé. Le spécialiste se rassurera pendant cette première phase d'enlever tous les tissus et nécrosés. C'est le débridement. Cette intervention facilitera la seconde qui consistera en la greffe de la peau sur les parties concernées. Ici, on a débrudé. Ce qu'on va faire maintenant,
on essaye déjà de commencer la deuxième opération, c'est-à-dire on veut voir si cette os-ci, si on la prend, si on peut couvrir cette os-là. Mais on ne va pas la couvrir aujourd'hui, c'est tout juste voir si c'est possible. Merci. Le pansement s'effectue déjà, signe de la fin de l'intervention. Mesdames, Messieurs, nous sommes au terme de cette intervention chirurgicale. Lorsqu'on voit le temps opérationnel et le temps anesthésique, ça a pris environ 2 heures de temps. Docteur Blombok, est-ce que vous pouvez être satisfait après cette intervention chirurgicale? Oui, très satisfait même parce qu'on a pu débrider, enlever tous les tissus mous qui étaient infectés et nécrosés. Et en plus aussi, comme on vous l'a montré, on a pu déjà préparer le lambeau, le flap, le lambeau pour la prochaine intervention qui nous permettra donc de pouvoir recouvrir en fait l'os qui était libre et puis toutes les autres surfaces, on pourra faire une proche de temps. Je crois que d'ici une semaine et demie, ça devrait être possible. Ok. Donc on peut dire qu'il y a eu peut-être des surprises plutôt agréables. Agréables, exactement. Ok, d'accord. Donc une prochaine intervention chirurgicale est programmée si nous avons à mobiliser les sous nécessaires pour d'environ une semaine et demie, 2 semaines maximum. Exactement. Voilà, chers téléspectateurs, vous l'avez suivi. Nous avons besoin encore d'argent pour la prochaine étape. Nous voulons vous remercier déjà pour cette étape-ci et vous dire vraiment un grand merci pour votre soutien, votre aide. Et nous voulons encore que vous puissiez vous agir le plus urgemment possible afin que nous puissions obtenir l'aide nécessaire pour la seconde intervention chirurgicale sur Marie-Thérèse. Maintenant, ne quittez pas le petit écran, le temps pour nous de pouvoir faire sortir la malade jusqu'à sa chambre. Voilà la première opération achevée, grâce au soutien des hommes de bonne volonté. Dans quelques semaines, une seconde intervention sera effectuée pour la greffe. C'est déjà un travail formidable qui vient d'être réalisé grâce à la compassion des téléspectateurs et aux hommes de bonne volonté. Soutenez les malades démunis. Envoyez vos dons. Veuillez nous contacter pour les modalités pratiques. Salut à tous, c'est reparti pour un autre rendez-vous, un autre entretien. Toujours pour votre information, un nouveau sujet avec un nouvel invité. On a récemment beaucoup parlé du cœur à l'occasion de la semaine du cœur, notamment de son fonctionnement et de ses dysfonctionnements, peut-être plus, notamment des maladies cardiovasculaires. Nous allons en parler avec un spécialiste de la question, le docteur Zoudier Anastase. Bonjour docteur. Bonjour madame et bonjour à tous les téléspectateurs de Secours Plus. Je rappelle à nos chers téléspectateurs justement que vous êtes chef de l'unité de soins intensifs en cardiologie à l'hôpital général de Douala. Est-ce qu'il faut ajouter stimuliste ou électrophysiologiste à votre présentation? Alors effectivement, chef de l'unité de soins intensifs cardiologiques à l'hôpital général de Douala, mais cardiologue spécialisé dans l'étude des maladies cardiaques qu'on appelle les arythmies et donc par conséquent stimuliste et rythmologue. Vous parlez justement de maladies cardiaques. Quelles sont-elles? Quelles sont les maladies qui peuvent attaquer le cœur humain? Est-ce que vous pouvez les définir? Qu'est-ce que les maladies cardiovasculaires et les citer éventuellement? Les maladies cardiovasculaires, pour bien les comprendre, il faut comprendre que l'organisme est fait d'un certain nombre d'appareils. Des appareils qui fonctionnent de façon synergique. Et un de ces appareils-là, le plus important, c'est ce qu'on appelle l'appareil cardiovasculaire, qui est donc fait du cœur et des tuyaux qui partent du cœur qu'on appelle les artères. Et également des tuyaux qui reviennent au cœur qu'on appelle les veines. Et donc les maladies cardiovasculaires, par définition, ce sont des maladies qui peuvent affecter soit le cœur lui-même, soit les tuyaux qui partent du cœur, donc par exemple l'hypertension artérielle, ou les tuyaux qui reviennent du cœur, donc par exemple la thrombose veineuse. Parmi ces maladies, certaines vont affecter préférentiellement le cœur. Et c'est ce qu'on va appeler les maladies cardiaques. Est-ce que vous pouvez en citer quelques-unes?
Donc les maladies cardiaques, pour la maladie la plus fréquente chez nous, c'est l'insuffisance cardiaque. C'est une situation au cours de laquelle le cœur va se fatiguer de façon progressive et être incapable de remplir sa fonction essentielle, à savoir celle de délivrer aux tissus de l'organisme une quantité de sang suffisante pour faire fonctionner les tissus. Mais au-delà de l'insuffisance cardiaque, qui est quasiment le point terminal de toutes les maladies cardiovasculaires, il y a bien sûr d'autres maladies comme par exemple les péricardites où les gens ressentent une grosse douleur dans la poitrine. Il y a aussi ce qu'on appelle communément la crise cardiaque. Les gens ressentent aussi une vive douleur dans la poitrine et parfois ça peut conduire à la mort subite. Il y a encore plus fréquent chez les enfants ce qu'on appelle le rhumatisme articulaire aigu qui touche les valves du cœur. Mais au-delà de tout ça, il faut dire qu'il y a aussi les maladies qui touchent le tissu de conduction du cœur. Donc, de façon générale, les maladies cardiovasculaires sont soit acquises au cours de la vie, ce qu'on appelle les cardiopathies acquises, soit alors elles sont présentes dès la naissance, ce qu'on appelle les cardiopathies congénitales. Et ces maladies peuvent donc affecter soit les tuyaux qui partent du cœur, qu'on appelle les artères, par exemple l'hypertension artérielle, ou les tuyaux qui reviennent du cœur, par exemple la thrombose veineuse, mais elles peuvent aussi affecter le cœur en lui-même. Et quand elles affectent le cœur, elles peuvent affecter toutes les parties du cœur, en parlant des valves cardiaques, par exemple les valvulopathies, ou alors entraîner une fatigue du cœur, ce qu'on appelle l'insuffisance cardiaque, mais elles peuvent aussi affecter en fait le tissu électrique du cœur, qui est en fait ce qui est au centre de l'activité cardiaque. Donc, et ça peut entraîner à ce moment ce qu'on appelle les arythmies. D'où éventuellement l'intervention du pacemaker, qui est un autre sujet central du jour. Qu'est-ce que c'est le pacemaker? Il faut comprendre que le cœur, quand il bat normalement, il bat à peu près entre 60 et 100 par minute. Et ces battements se font de façon régulière, 24 heures sur 24, et peuvent nous permettre de vivre jusqu'à 100 ans et plus. Certaines maladies du cœur, comme nous l'avons dit tantôt, peuvent affecter le tissu électrique et vont se manifester de deux façons. La première façon, ça peut être tout simplement un désordre de l'activité électrique du cœur. Et la deuxième façon, c'est un ralentissement progressif de l'activité du cœur. Donc, un cœur qui battait par exemple à 60 va se retrouver à 50 et ensuite à 40. Et puis progressivement, il va se ralentir au point qu'il faut absolument intervenir. Sinon, il peut ralentir jusqu'à arriver au niveau de l'arrêt cardiaque. À ce moment-là, un patient souffrant de ces ralentissements peut solliciter l'implantation du pacemaker. Effectivement, c'est chez ces patients qui ont un ralentissement progressif de l'activité électrique du cœur que nous posons l'indication de mise en place d'un stimulateur cardiaque, ce que nous appelons communément le pacemaker. Vous en avez apporté un, justement, et je pense que nos téléspectateurs devraient avoir l'image sur le petit écran. Est-ce qu'on pourrait dire que c'est une pile, simplement? C'est un peu simpliste de le dire, c'est une pile, le pacemaker? Alors, effectivement, un pacemaker, c'est un tout petit appareil comme ça, qui est fait de deux composants essentiels. Alors, on a dans ce petit appareil un circuit de microélectronique et de micro-informatique qui est capable d'écouter le cœur, de capter les informations qui viennent du cœur et de savoir si le cœur se ralentit ou pas, et ensuite de transmettre ces informations aussi à cet appareil qui va analyser et retransmettre d'autres informations maintenant en conséquence au cœur. C'est la première composante du pacemaker. Alors la deuxième composante du pacemaker, c'est tout simplement la batterie qui est incorporée, et c'est cette batterie-là qui définit la durée de vie du pacemaker. Mais au-delà de ce petit boîtier, il y a également des sondes. Et ce sont ces sondes-là que nous connectons à l'intérieur du cœur. Ce sont ces sondes-là et tout l'ensemble de ce dispositif que l'on appelle le pacemaker. De quelle matière est-il fait? C'est du plastique? Est-ce que c'est du fer? Alors, il s'agit du métal exactement. C'est un boîtier en métal, vous dites? Oui, vous pouvez, comme vous constatez, c'est un boîtier en métal avec à l'intérieur des circuits de micro-informatique, micro-électronique et une toute petite batterie. Maintenant, à quel type de patient ou alors type de pathologie est-il destiné?
La première situation, la plus fréquente pour laquelle nous posons le diagnostic de mise en place du pacemaker, c'est quand le cœur se ralentit. Quelques rares fois, ça peut être tout simplement parce que le cœur droit et le cœur gauche n'arrivent pas à travailler de façon synergique et synchrone dans une situation qu'on appelle l'insuffisance cardiaque. Et à ce moment, on pose un autre type de pacemaker qui permet maintenant à ces deux composantes du cœur de travailler de façon synergique. Est-ce que face à ces pathologies, est-ce que le pacemaker peut être placé sur toutes sortes d'individus, les enfants, les adultes, les personnes âgées? Est-ce qu'il y a un âge limite pour pouvoir en bénéficier? Alors, il n'y a pas du tout d'âge limite pour la pose d'un pacemaker. Il faut comprendre que les maladies qui affectent le tissu conductif, certaines sont découvertes dès la grossesse, c'est-à-dire dès la vie embryonnaire. Oui. On diagnostique que l'enfant est affecté et le pacemaker va être posé dès la naissance. Autrement, quand la maladie survient au cours de la vie, on peut poser le pacemaker à tout âge, même jusqu'à 100 ans, on peut poser un pacemaker. La moyenne d'âge des patients que nous opérons, c'est autour de 60 ans. D'accord. Rentrons maintenant, docteur, si vous voulez bien, dans la procédure d'implantation en elle-même. Comment ça se passe? Est-ce que c'est une opération chirurgicale classique? Est-ce que c'est la poitrine, thorax ouvert? Est-ce qu'il y a des examens préalables à cette opération? Est-ce que c'est sous anesthésie ou non? On aimerait savoir comment ça se passe. Alors effectivement, une fois que le diagnostic est posé, on fait deux types d'examens. On fait d'abord des examens pour être sûr que la maladie dont on est en face n'est pas une maladie réversible. Si c'est une cause réversible du ralentissement cardiaque, on ne va pas poser le pacemaker. Et ensuite, on fait des examens pour être sûr que la coagulation est bien. Une fois qu'on s'est assuré de ça, l'intervention va se passer et elle consiste à ouvrir une petite partie comme ça en dessous d'un os qu'on appelle la clavicule pour retrouver une grosse veine qui va au cœur. Quand on retrouve cette grosse veine qui va au cœur, on va ensuite passer la sonde jusqu'à cette veine-là et la descendre jusqu'à l'intérieur du cœur. Quand elle est bien positionnée à l'intérieur du cœur, on fait des tests pour retrouver des paramètres électriques. Et quand les paramètres électriques sont bien, on va connecter la sonde au boîtier. Et une fois qu'elle est connectée au boîtier, on a préalablement créé une petite poche ici, là, dans la poitrine. On loge ensuite le boîtier dans la poche et on referme. Et tout ça, ça se passe en 1h30, 2h maximum. Et l'intervention se passe sous anesthésie locale. On peut échanger et bavarder avec le patient pendant l'intervention comme nous discutons. Est-ce qu'il y a des complications possibles pendant l'opération? Alors en médecine, on dit qu'il n'y a pas de chirurgie sans risque. Mais je dois dire que la technique du pacemaker a été largement maîtrisée ces dernières années. Et on peut au maximum, la plupart du temps, avoir une petite collection qu'on appelle un hématome de poche et qui est généralement gérée sans risque. S'agissant de la vie du patient après l'implantation, qu'est-ce qu'on peut dire? Est-ce qu'il va reprendre une vie normale? Est-ce qu'il y a des interdits? Est-ce qu'il peut faire du sport, voyager, travailler, manger et boire comme avant? Les patients revivent une vie quasiment normale. Un pacemaker dure à peu près en moyenne autour de 10 ans. Et pendant ces 10 ans, les patients vont avoir simplement quelques précautions, comme par exemple la soudure à l'art. Donc les personnes qui faisaient la soudure à l'art vont l'abandonner. Et puis, on va parler du portique des aéroports. Nous conseillons aux patients qui ont un pacemaker de ne pas passer à l'intérieur du portique des aéroports. Et aussi, les patients qui ont un pacemaker ne peuvent pas subir un examen qu'on appelle l'IRM. Mais ces dernières années, les pacemakers fabriqués par l'industrie sont des pacemakers IRM compatibles. Autrement, le reste de la vie est strictement normal. Et le suivi médical, comment ça se passe? Combien de fois par an, par exemple, doit-il revoir son cardiologue? Nous revoyons les patients en général tous les 6 mois lorsqu'ils n'ont pas d'autres problèmes. Ou s'ils ont d'autres problèmes associés au pacemaker, nous les revoyons tous les 3 mois. Ok, on va sortir de cet entretien avec cette préoccupation, l'accessibilité du pacemaker au Cameroun. Est-ce que les coûts sont
est-ce que vous diriez que les coûts sont abordables? Alors, vous posez une question extrêmement importante. Je dois dire que la pose d'un pacemaker au Cameroun, pour l'instant, les prix sont à peu près entre 1 300 000 et 1 700 000. Ceci dépend du type de pacemaker qu'on pose aux malades. Nous opérons à peine pour l'instant 3 malades sur 10. Ça veut dire que 7 patients sur 10 n'arrivent pas à s'offrir ce prix-là. Néanmoins, il y a des stratégies pour résoudre ce problème. Vous savez que l'assurance maladie est en cours et donc ça va nous permettre d'absorber un certain nombre de ces malades. Mais nous savons aussi que l'État, lui seul, ne peut pas tout résoudre. C'est pour ça que l'une des solutions adaptées, c'est simplement d'implanter aux malades indigents les stimulateurs cardiaques réutilisables. Les pacemakers réutilisables sont des pacemakers qui sont par exemple tombés au bloc opératoire en Europe ou aux États-Unis et qu'ils ne peuvent pas opérer. Et donc, parfois, des pacemakers qu'on a implantés à quelqu'un, mais qu'on a restérilisés complètement. Et ces pacemakers-là sont aussi performants que les neufs et ont une durée de vie un petit peu inférieure. Mais voilà, ça permet de sauver une vie. Est-ce qu'il faut être spécialisé pour la pose du pacemaker? Vous êtes électrophysiologiste, est-ce qu'il faut l'être d'abord? Il faut être formé en cardiologie, bien évidemment. Avant la cardiologie, il faut être formé en médecine. Et une fois qu'on est formé en cardiologie, c'est une sous-spécialité qui dure à peu près entre 18 et 24 mois pour apprendre à faire l'implantation des pacemakers, mais aussi pour apprendre une technique qu'on appelle la pose de défibrillateur cardiaque, et aussi apprendre à gérer les courts-circuits au niveau du cœur, donc l'ablation, par exemple, de la fibrillation auriculaire et du flotteur. Donc c'est une sous-spécialité après la cardiologie. Par an, vous pouvez en poser combien? Nous opérons à peu près entre 60 et 80 patients par an. Mais je dois dire que le potentiel est énorme. Le potentiel est au moins 4 fois plus important. La demande? Oui, la demande effectivement est au moins 4 fois plus importante. Elle a augmenté ces dernières années pour au moins 2 raisons. La première raison, c'est que nous diagnostiquons de plus en plus ces maladies-là. Nous avons des équipements de plus en plus sophistiqués pour diagnostiquer ces maladies-là et les médecins sont de plus en plus conscients. Mais il faut aussi dire que les maladies cardiovasculaires augmentent de façon générale dans notre population. Il ne nous reste plus qu'à vous remercier, Dr Zoudzié. Merci pour votre disponibilité. Merci pour votre invitation. Merci à vous également, chers téléspectateurs. Ça a été un plaisir d'être avec vous. Merci de rester connectés en regardant bien sûr, mais aussi en réagissant aux cris de cœur qui sont lancés dans le cadre de Secours Plus. À bientôt. Mesdames, Messieurs, salut et bienvenue encore une fois de plus à cet autre programme humanitaire Secours Plus sur Vision 4. L'association Urgence Plus Monde est ravie que vous puissiez toujours être devant le petit écran pour pouvoir véritablement suivre notre aventure afin de nous venir en aide, pour que nous puissions tirer d'affaire tous ces malades qui souffrent dans leurs conditions sanitaires très précaires. Nous sommes à Yaoundé, nous sommes à la nouvelle route Bastos, à l'hôpital Bethesda, un centre hospitalier qui de plus en plus est un partenaire de ce programme. Vous en doutez certainement, nous sommes venus pour davantage régler la deuxième intervention chirurgicale de Amougi Atangana. Marie-Thérèse, elle a été, il faut le rappeler, comme cela, victime d'un accident sur la voie publique. Elle a beaucoup souffert et elle a subi sa première intervention chirurgicale dans ce centre hospitalier, il y a de cela quelques mois. Donc nous sommes venus pour la deuxième intervention chirurgicale qui aura lieu dans quelques instants seulement. Nous n'avons pas pu malheureusement mobiliser toute la somme qui était requise, malgré le taux de pourcentage qui a été réduit, environ 20% qui a été réduit de la facture qui nous a été donnée. Mais nous n'avons pas toujours pu avoir le montant nécessaire pour son intervention chirurgicale. C'est pourquoi nous voulons davantage vous exhorter à pouvoir davantage ouvrir votre cœur à la compassion pour ce cas, afin que nous puissions davantage régler les factures. Heureusement, l'hôpital Bethesda a accepté de faire déjà l'opération
aujourd'hui afin que nous puissions progressivement payer la facture qui nous revient. Nous voulons comme cela dire également merci au Club 700 qui a décidé de prendre une partie comme cela de la facture. Nous voulons vraiment dire merci au Club 700 qui nous a aidés et merci encore à tous ceux qui ont sorti le peu qu'ils avaient pour que nous puissions déjà au moins faire les premiers soins. Nous avons besoin encore de votre soutien parce que nous allons quitter cet hôpital tout à l'heure encore avec une facture à payer plus tard. Mais étant donné que c'est une urgence, nous avons décidé de pouvoir négocier avec la direction générale pour que cette intervention chirurgicale puisse effectivement avoir lieu. Alors maintenant, nous nous dirigeons comme cela dans la chambre de Atangana Bouy Marie-Thérèse. Nous espérons qu'elle est encore là parce que nous avons un petit retard étant donné que nous venons de loin. Nous espérons qu'elle n'est pas encore déjà au bloc opératoire. Nous allons vérifier parce que nous voulons quand même avoir ses impressions avant l'intervention chirurgicale. Si nous arrivons à la rattraper, alors tant mieux. Sinon, ça sera au bloc opératoire. Alors, ne quittez pas le petit écran. On y va tout de suite. Il est passé le temps des pleurs et des cris. Voici venu. Comment féliciter? Ok, on est venu pour l'intervention chirurgicale de Marie-Thérèse. Elle est là? Ah, elle est déjà partie au bloc. Voilà. C'est dommage, Marie-Thérèse, féliciter. C'est la grande sœur, la petite sœur plutôt de Marie-Thérèse. Voilà, elle vient de nous dire, malheureusement, nous avons raté Marie-Thérèse qui a déjà été transportée au bloc il y a seulement environ 15 minutes. Donc nous allons plutôt aller encore au bloc opératoire directement pour rejoindre l'équipe qui certainement a déjà commencé le travail. Donc nous allons dépêcher. Féliciter. Merci encore. Donc à tout à l'heure. Après quelques semaines d'internat à l'hôpital Bethesda de Yaoundé, Marie-Thérèse a été réinstallée au bloc opératoire pour subir sa deuxième intervention chirurgicale. Malgré sa connaissance du milieu, elle restait demeure tout de même stressée pour cette nouvelle expérience. Comme d'habitude, avant toute incision, il faut endormir le membre concerné. Tout comme la première fois, elle aura à vivre son intervention en direct, mais sans douleur. Voilà, nous sommes au bloc opératoire, comme ça, dans les parvis du bloc opératoire de l'hôpital Bethesda, où nous sommes là, naturellement, comme on l'a dit à l'introduction, pour la deuxième intervention chirurgicale sur Marie-Thérèse. C'est une intervention chirurgicale qui sera menée de bout en bout, comme à la première, par le docteur Yves Ombiombok. Et cette intervention chirurgicale va consister justement à la pose de la greffe sur le pied de Marie-Thérèse. Donc cette deuxième intervention chirurgicale qui va se passer dans quelques minutes va justement être, je pense, la dernière qu'elle va subir. Donc on m'a demandé de patienter un peu. Nous sommes venus malheureusement un peu en retard. Donc l'anesthésiste a déjà commencé le travail dans la salle, le temps pour nous de prendre un petit café, en attendant justement avoir l'opportunité d'entrer au bloc pour vous faire vivre, comme d'habitude en direct, cette deuxième intervention chirurgicale. Mais nous voulons remercier tous ceux-là qui ont participé à la première intervention chirurgicale. La deuxième n'est pas encore totalement complète. Nous avons bénéficié d'un rappel de ce centre hospitalier qui devient de plus en plus un partenaire pour que nous puissions quand même amener la jeune fille à aller au bloc opératoire. Nous avons quelques promesses. Nous voulons justement dire merci comme cela au Club 700 qui a décidé aussi de nous soutenir comme ça dans nos travaux. Nous voulons vous dire merci. Merci à tous les bénévoles qui se mettent autour de cette association Urgence Plus Monde. Merci vraiment pour le travail formidable que vous faites. La facture n'est pas encore payée, mais nous sommes certains qu'avec les promesses que nous avons eues, elle va être payée et nous pourrons libérer cette fille qui est déjà au bloc opératoire et qui devrait naturellement dans quelques jours sortir de ce centre hospitalier qui a bien voulu accepter cette prise en charge et préfinancer naturellement cette prise en charge. Nous croyons que tout va se passer dans de très bonnes conditions. Donc voilà, je vais siroter ce café et en attendant qu'on me fasse signe. Ah justement, c'est à moi justement qu'on fait signe maintenant. Je vais entrer au bloc opératoire. Et s'il vous plaît, ne quittez pas le petit écran parce qu'on va le faire avec vous. L'opération proprement dite est lancée. La plaie va être assainie avant que la greffe soit posée. Cette greffe de peau sera prise sur la cuisse de la patiente avant d'être posée sur son pied. La plaie étant propre, la peau va être prise sur la cuisse à l'aide d'un appareil spécialisé pour la pose de greffe.
machines qui permettent de prélever la peau. En fait, à une profondeur que nous voulons. Et en général, nous mettons 0,3 mm de profondeur ou 0,4 mm. On va mettre 0,4 mm. Donc ça veut dire qu'après, ça pourra guérir sans grand problème parce que c'est une écorchure profonde. Il est passé le temps des pleurs et des cris. Voici venu le temps des... Pour le constater, nous avons déjà pu couvrir l'os qui était libre avec ce lambeau. Et comme vous voyez, tout est rouge. C'est-à-dire que ça nous permet aujourd'hui de pouvoir faire une greffe de peau. Donc c'est très bon résultat après la première opération. D'accord. Maintenant, comment va se passer la greffe? Comment elle va être faite? Nous avons déjà, nous avons prélevé ici déjà une partie de la peau. Et on a le signaler tout de suite. Nous avons cet avantage d'avoir cet appareil qu'on appelle le dermatome. Cet appareil nous permet de prendre la peau avec une profondeur voulue. Ici, on voulait une peau avec une profondeur de 0,3. Donc on a eu à prélever, c'est ce que vous voyez là, avec ce dermatome. Et donc c'est un peu comme ça que ça se présente à faire. Donc presque la même profondeur. Et donc cette peau qu'on a eu à prélever est justement en train d'être méchée. C'est-à-dire qu'on met de petits trous à l'intérieur pour que s'il y a un liquide, puisse sortir à travers ces petits trous. Et puis ça permet aussi d'agrandir la peau. D'avoir une surface plus grande. Donc quand il aura fini, il va nous le remettre et puis nous allons positionner là. Il va prendre la deuxième partie et comme ça qu'on pourra couvrir toute cette surface. Toute cette surface. Et après la chair pourra remonter. D'accord. Ok, d'accord. Et les trous, c'est les perforations, c'est pour que ça respire. C'est pour que ça respire, pour que ça adhère mieux et aussi les trous permettent d'étendre la peau. C'est-à-dire que je peux prendre une fois et ça me donne, je couvre 1,5 fois. Voilà. Ok, d'accord. Merci. Voilà, on va les laisser travailler. Comme vous avez constaté, la plaie a été ouverte et le constat est quand même assez intéressant puisque la greffe peut être faite. Ça pouvait ne pas être le cas. Donc nous sommes déjà contents par rapport à ça. Donc on va la laisser continuer le travail. La peau a été enlevée justement au niveau de la cuisse avec cet appareil spécial dont le médecin vient de nous faire des précisions. Donc elle est en train d'être perforée comme vous constatez en arrière-plan. Et après elle va être justement greffée. Donc encore quelques minutes et puis nous allons revenir vers vous. Les lambeaux de la peau vont être par ailleurs perforés avant d'être posés sur les pieds de notre patient. Voici venu le temps des rires, car la main de l'Éternel a été sur moi, et son oreille n'a pas été sourde pour écouter tous mes cris. Oui, sa main n'est pas courte pour guérir. Après le pansement, le pied va être flatté pour sécuriser la greffe qui a été posée. Un moment qui devient assez douloureux pour notre patiente. Cette pose du plâtre marquera aussi le point final de cette deuxième intervention chirurgicale sur notre patiente Amougou Atangana Marie-Thérèse. Car la main de l'Éternel a été sur moi. Plusieurs semaines se sont écoulées et Amougou est déjà pratiquement remise. Des dernières consultations et soins sont effectués par l'infirmière. Il faut que tout soit sec. Quelques jours après, nous sommes agréablement surpris. Notre patiente peut déjà faire quelques pas sans éprouver de douleur. Elle est heureuse d'avoir conservé sa jambe grâce au soutien de l'association Urgence Plus Monde
par les téléspectateurs de l'émission Secours Plus. Malgré les factures qui restent à payer, elle va être libérée en attendant que l'association se batte pour solder son compte. Quant à son médecin traitant, la prise en charge est satisfaisante. Maintenant, Mme Amougui, qui a recommencé à marcher après ce qu'on ait pu faire cette extension-là. Le Lamour fait montre un très bon résultat avec une très bonne vascularisation. Donc l'os est actuellement couvert et toutes les greffes qu'on a eu à prendre ont eu un résultat aussi positif. Donc actuellement, Mme Amougui a pu retrouver sa mobilité et puis deux aussi, les plaies qu'elle avait, on peut guérir et on peut la laisser aller à la maison comme aujourd'hui, comme déjà signalé. Au village, tout juste à l'endroit où on a eu à prélever la peau, il y a tout juste des toutes petites plaies qui ressemblent plutôt à des écorchures qu'on peut en fait en faisant les pansements chaque 2 ou 3 jours, pouvoir traiter dans n'importe quel centre de santé. Donc pour cela, nous pensons qu'elle n'a plus besoin de rester pour ces petites écorchures-là ici à l'hôpital. Donc qu'est-ce qu'il y a à faire? C'est les pansements réguliers, continuer à se mobiliser et puis revenir après 2 à 3 mois chez nous pour un contrôle de ce que nous avons eu à faire. Quand vous restez pendant 4 à 5 mois avec un genou plié, quand on arrive à le tendre, ce qui est sûr, vous ne pourrez pas encore marcher comme celui qui avait ses genoux tendus depuis longtemps. Donc, moi je crois que ici c'est un problème d'adaptation. Elle va continuer à marcher et puis on va aussi associer à un certain moment avec la kinésithérapie et ça devrait aller sans problème. Enfin, le grand jour est arrivé. Marie-Thérèse va être libérée. Les membres de l'association Urgence Plus Monde sont venus témoigner de sa restauration et l'accompagner dans ses derniers jours dans cet hôpital qu'il a hébergé gratuitement pendant plus de 2 mois. L'association Urgence Plus Monde s'est déployée pour le cas de la jeune Amougui Marie qui a été victime d'un accident de la voie publique. Elle a été opérée à l'hôpital Bethesda et va pour le mieux. Nous voulons comme ça remercier tous ceux-là qui ont participé à la restauration de cette jeune dame et nous voulons interpeller davantage les donateurs à pouvoir soutenir l'association en payant les dettes qui nous restent à solder ici au niveau de l'hôpital Bethesda. Nous comptons sur votre soutien et sur votre appui continuel. La sœur jumelle de Marie-Thérèse a fait le déplacement depuis le village pour venir chercher sa sœur. La joie au comble pour les 2 sœurs. Si on me disait un jour, avant, peut-être quand on était à l'hôpital central, quand on m'a dit qu'on devait couper mon pied, donc j'étais stressée, ça me faisait bizarre. Si on me disait encore qu'elle pouvait sourire, bien marcher sur mes 2 pieds. Vraiment. Mais aujourd'hui, là, je marche, je suis fière. Je suis aussi contente. Ah oui, je suis contente de te revoir parce qu'on connaissait pas, je savais qu'on allait t'enterrer d'ici peu de temps, mais elle n'était même pas là quand on me prenait, vraiment ça me réjouit, je suis fière. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'émotion, car Yahweh m'a libéré. Merci beaucoup pour le secours. Merci, c'était vraiment fier. Voilà une autre aventure qui s'achève positivement. Encore une âme de sauver grâce à la compassion des âmes de bonne volonté. Dieu soit loué. Soutenez les malades démunis. Envoyez vos dons. Veuillez nous contacter pour les modalités pratiques. Voici la pensée du mois. Ainsi donc, pendant que nous en avons l'occasion, pratiquons le bien envers tous.